pour obtenir un bachelier, une licence appliquée en kinésithérapie. Et j'ai continué mes études en Belgique, à l'UCL, à Louvain-la-Neuve, pour obtenir il y a une année un master général en sciences de la motricité, un master général en kinésithérapie et après un deuxième master de spécialisation en musculo-squelettique qui m'a permis d'avoir des bases au niveau de l'evidence-based practice et au niveau de techniques avancées de musculo-squelettique ou de thérapie manuelle orthopédique en kinésithérapie. Donc ici, on va présenter aujourd'hui. On va présenter aujourd'hui. 2 secondes, je vais rajouter les nouveaux participants qui ont demandé. Voilà. Donc, on va présenter aujourd'hui notre sujet. C'est à propos des exercices et les lombalgies communes non spécifiques persistantes. Donc, le sommaire est le suivant. On va présenter certaines bases du raisonnement clinique qui va vous aider à vous orienter, à prendre en charge vos patients et à prendre les décisions qui correspondent au traitement possible. Et, et après, on va présenter une étude, une méta-analyse et une revue systématique qui pose la question scientifique pour savoir quels sont les meilleurs modes d'exercice qu'on peut utiliser pour traiter une lombalgie commune non spécifique et qui est persistante, c'est-à-dire supérieure à 12 semaines, supérieure ou égale à 12 semaines au niveau de son apparition. Et après, on va citer des exemples d'exercices par vidéo, ça sera clair pour vous. Donc, pour commencer, je vais citer quelques bases qui vont nous aider à avoir un bon raisonnement clinique. C'est la base donc, suivante, qui est la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé de l'OMS, qui a été établie en 2001 et qui explique comment aborder une pathologie, comment traiter, comment évaluer tout d'abord et bilanter une pathologie générale, au niveau de la médecine générale, que ce soit une pathologie somatique, que ce soit une pathologie qui touche un organe vital ou un trouble musculo-squelettique. Donc ici, c'est vraiment un outil de bilan, un outil d'évaluation qui est tout à fait général et qui ne concerne pas que les kinésithérapeutes. Donc, il s'intéresse aussi aux médecins généralistes, aux médecins spécialistes et à toute la communauté, ou presque toute la communauté scientifique et de soins de santé. Donc ici, tout en haut du schéma, on trouve health condition, la maladie, la disease en anglais. Et il y a, comme vous voyez, des interactions entre chaque compartiment de ce photo. Donc, cette pathologie peut toucher une structure anatomique, un organe, un muscle, une fonction, les reins, par exemple. Peut toucher une fonction qui peut être pour notre cas la locomotion, euh, qui peut être le contrôle moteur, qui pourrait être le muscle, le tendon, le ligament, peu importe la structure, et qui va dans certains cas, dans la plupart des cas, aboutir à une limitation au niveau des activités. C'est-à-dire, on a un problème au niveau du tendon, on ne va pas nécessairement savoir marcher sans douleur si le tendon est situé au niveau des membres inférieurs. On ne va pas pouvoir peut-être courir étant donné euh, la douleur ou la limitation fonctionnelle. Et donc, après une limitation d'activité, on peut aussi avoir une limitation au niveau de la participation. Tout simplement, une douleur au niveau du tendon d'Achille peut aboutir à une limitation d'activité, par exemple, ne plus savoir courir. Et cette limitation d'activité va nous empêcher à participer à un événement peut-être sportif,
hein, à haut niveau, à moyen niveau, à niveau amateur. C'est-à-dire, elle va nous empêcher, par exemple, de pouvoir simplement participer à un marathon ou quoi que ce soit. Je donne un autre exemple au niveau neurologique. Si on a un problème au niveau de la fonction, au niveau du système nerveux central ou périphérique, on peut avoir des limitations au niveau fonctionnel. Si au niveau du membre supérieur, par exemple, on peut plus savoir ramener une tasse de café et la boire, ou on peut plus peut-être utiliser une cuillère ou quoi que ce soit pour pouvoir euh, manger. Et après, la participation, ça va peut-être nous empêcher assister tout simplement à une soirée ou à un événement entre amis ou un barbecue entre amis. Donc, ça va aboutir sur le plan social, en plus de ce qui est au niveau fonctionnel. Et, et ici, dans ce schéma, il y a deux facteurs qui sont importants, c'est-à-dire qu'il y a des facteurs environnementaux qui touchent l'environnement, c'est-à-dire que s'il y a un handicap dû à un problème, à une maladie, un trouble musculo-squelettique, l'environnement va influencer sur notre moyen de participer ou bien de faire une tâche, d'accomplir une tâche. Et donc peut-être adapter l'environnement comme le fait l'ergothérapeute par exemple, pourrait aider la personne et diminuer ses limitations et la permettre de pouvoir participer à des choses qu'elle trouve difficiles auparavant. Des facteurs personnels, en plus des facteurs environnementaux, c'est-à-dire que l'âge, par exemple, le sexe, une femme ou un homme, comment dire, l'indice de masse corporelle, il y a des facteurs personnels qui interagissent avec les activités, avec le niveau de participation, et qui interagissent avec toutes les autres structures et qui influencent, bien entendu, sur la structure. L'exemple le plus fréquent, c'est l'âge qui est lié à l'apparition peut-être de problèmes au niveau du cartilage, au niveau des structures osseuses, au niveau, par exemple, l'ostéoporose qui peut en effet, qui est lié au sexe et à l'âge, qui peut, euh, qui est plus fréquente chez les femmes ménopausées, par exemple, à titre d'exemple. On va continuer pour la diapositive suivante. Donc ici, j'aimerais bien vous présenter un modèle qui a été développé en Belgique. C'est un modèle qui est basé sur, c'est un modèle qui est basé sur le schéma de la classification internationale de l'OMS et qui a été établi par l'Université de Gand en Belgique et l'hôpital militaire de Bruxelles en Belgique. Et cet outil, c'est un outil didactique qui explique aux étudiants et aux kinésithérapeutes comment pouvoir faire un raisonnement clinique qui est dans la continuité de ce qui a été établi par l'OMS et mais qui est plutôt spécifique aux maladies ou aux troubles neuromusculosquelettiques qui est une spécialisation au niveau de la kinésithérapie. Et donc ici, on voit qu'il y a différentes planètes. Il y a la planète tout en haut, impairment of structure. Et là, c'est-à-dire les troubles au niveau de la structure, ça nous rappelle un peu ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau de l'OMS. Et après, il y a le dysfonctionnement au niveau du mouvement. Ici, la planète centrale, la plus grande planète. Et après, on voit la restriction de l'activité et de la participation, donc ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau de l'OMS. Et tout autour, il y a deux planètes qui sont tout autour du schéma central, qui sont les mécanismes de la douleur et les facteurs psychosociaux. Donc ici, on va parler de ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la douleur lombaire. Et ici, la lombalgie, donc il y a les red flags. Les red flags, ce sont les drapeaux rouges qui généralement poussent un kinésithérapeute à pouvoir faire attention et ne pas commencer peut-être dès le départ le traitement, étant donné qu'il devrait être peut-être renvoyé chez un médecin pour pour savoir euh,
la nature de la pathologie, si ça se trouve qu'elle est une pathologie grave. Donc ici, on peut penser les red flags à des fractures au niveau lombaire, à des non consolidés, à une hernie discale qui aboutit à une faiblesse musculaire ou à une incapacité au niveau fonctionnel. On peut penser au syndrome de queue de cheval. On peut penser à des problèmes de spondylolisthésis. On peut penser à tout ce qui est problème tumoral, tout ce qui est cancéreux, qui peut se manifester par des métastases au niveau vertébral et qui vont certainement avoir des conséquences au niveau de la structure. Au niveau de la structure, ici on parle de musculo-squelettique, donc les structures au niveau osseux et squelettique, au niveau lombaire. Donc ici, il y a les tissue mécanismes, c'est-à-dire les mécanismes tissulaires qui sont en rapport avec peut-être le degré du trouble musculo-squelettique. Si on est en phase aiguë, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être une inflammation, et après en phase sub-aiguë, en phase après persistante. Donc à chaque phase, le mécanisme, le tissu va s'adapter et va se manifester par différents mécanismes. On voit ça au niveau de la tendinopathie, à titre d'exemple. Au niveau du mouvement, ici, le dysfonctionnement du mouvement va être influencé ou va être peut-être guidé par trois composantes qui tournent autour du contrôle sensorimoteur, du contrôle moteur. Et donc, il y a tout ce qui est myofacial, tout ce qui est en lien avec les tissus musculaires, tout ce qui est en lien avec le tissu articulaire, tout ce qui est en lien avec tout ce qui est système nerveux, donc tout ce qui est nerf périphérique ou bien système nerveux central, moelle épinière et cerveau. Et toute cette composante vont, s'il y a une qui s'altère, il se peut qu'il y ait une autre qui s'altère et par conséquent, le mouvement qui devient non fonctionnel ou qui ne fonctionne pas à 100% de ses capacités. Et après, ce dysfonctionnement au niveau du mouvement va aboutir à une restriction en termes d'activité et ou de participation. Quelqu'un qui a mal au dos va peut-être ne pas pouvoir dormir, ne pas à cause de son mal de dos, et tout dépend de la nature du mal de dos. C'est pour ça qu'il y a au niveau de la planète gauche, il y a le pain mécanisme, c'est-à-dire les mécanismes douloureux qui peuvent s'expliquer, qui peuvent se présenter comme étant les inputs, le processing et le output. Les inputs sont les récepteurs qui captent le message douloureux et qui se transmettent au niveau du système nerveux périphérique et par la suite du système nerveux central. Donc tout ce chemin parcouru du message douloureux va être au niveau du processing. Et après, il va y avoir un message de retour du système nerveux central jusqu'au tissu en question. Et donc, on appelle ça output. Et à ce niveau-ci, on va avoir une réponse qui pourrait être établie par le membre ou la région douloureuse. Donc ici, les outputs, c'est-à-dire ça pourrait être une réaction moteur, ça pourrait être une réaction à l'échelle neuro-endocrinienne ou bien au niveau à l'échelle du système immunitaire. Donc cette douleur représente énormément de domaines. Il se peut que la douleur influence sur notre capacité à être attentif, donc ça peut toucher l'attention, ça peut influencer sur l'émotion, ça peut altérer notre émotion, notre mémoire, ça joue sur la mémoire. Donc si on a eu des problèmes douloureux auparavant, il se peut que cette douleur qu'on est en train de subir actuellement, de sentir actuellement, va nous rappeler notre historique par rapport
à des douleurs ressemblables ou auparavant. Ça peut aussi altérer ou bien impacter sur notre cognition, sur notre système cognitif, sur notre contrôle moteur, et là on revient au dysfonctionnement du mouvement, et notre comportement général. Donc ici, il y a aussi des facteurs psychosociaux, donc psychosocial factors, et ces facteurs psychosociaux interviennent également dans, dans tout type de douleur et principalement dans la douleur liée aux lombalgies, à la partie lombaire du dos. On va peut-être par la suite détailler. Donc ici, à titre d'exemple, au niveau des facteurs psychosociaux, il y a par exemple 36% des personnes qui sont atteintes d'une lombalgie chronique présentent une dépression et 29% des mêmes personnes peuvent présenter aussi une anxiété liée à leur lombalgie chronique. Ces facteurs psychosociaux s'élargissent au niveau de plusieurs compartiments qu'on appelle A, B, C, D, E, F, W, c'est-à-dire A pour attitude, notre attitude vis-à-vis de la douleur, nos beliefs, c'est-à-dire nos croyances par rapport à cette douleur, par rapport à l'origine de cette douleur, notre comportement vis-à-vis de la douleur, est-ce qu'on va éviter de bouger parce qu'il y a une douleur qui existe? Et il y a aussi sur le plan financier, hein, compensation issues, et ça sur le plan financier, le fait d'être atteint d'une maladie et de ne pas pouvoir se payer l'assurance sociale ou le traitement qui pourrait être cher, va impacter sur cette douleur et ne va pas pour autant aider la personne à s'en remettre, étant donné les difficultés financières. Le diagnostic, le traitement, le diagnostic, la façon de transmettre le diagnostic à la personne, les traitements qu'elle a eu déjà auparavant vont aussi rentrer dans cette planète de facteurs psychosociaux. L'émotion qu'elle émet par rapport à cette douleur va aussi impacter et le soutien familial et le soutien au niveau du travail ou au contraire, hein, le message erroné ou le manque de soutien au niveau du travail va impacter malheureusement négativement sur la perception de la douleur. Donc, il y a différents traitements possibles pour traiter une lombalgie. Ici, on va, à titre d'exemple, citer quelques traitements. Hands-on, ici, c'est-à-dire les traitements qui nécessitent un contact avec le patient. À titre d'exemple, le trigger point, le point gâchette en français, qui nous permet de traiter tout ce qui est en lien avec la structure myofaciale ou musculaire. Le kinésiology tape, qui ce sont des bandes colorées qui peuvent en effet avoir un effet dans certains cas. Les PAIVMS, hein, c'est-à-dire Passive Accessory Intervertebral Motions, Movement, les mouvements accessoires physiologiques intervertébraux au niveau du rachis. Et après, il y a aussi les PPI-VMS, les Passive Physiological Intervertebral Movements, c'est-à-dire les mouvements intervertébraux passifs physiologiques. Et HVLA qu'on voit souvent chez un thérapeute, c'est un traitement qui est pratiqué par un thérapeute manuel, généralement un ostéopathe, c'est-à-dire High Velocity, Low Amplitude, le thrust, le croquer entre guillemets les articulations. Il y a les hands-off, tout ce qui est traitement qui ne nécessite pas un contact avec le patient. Ça pourrait être les exercices de contrôle moteur, les exercices de Mackenzie, les exercices d'endurance, l'éducation, bien entendu, les explications données aux patients en termes de mouvement,
en termes de croyance vis-à-vis de la douleur et en termes d'origine de la douleur. Et après, il y a des traitements qui peuvent combiner hein, le contact du praticien avec le patient et tout ce qui est hands-off, c'est-à-dire, par exemple, les traitements qui nécessitent un travail d'actif aidé. Le patient fait le mouvement, mais la personne, le kinésithérapeute, aide le patient à accomplir le mouvement. Ici, on peut aussi citer principalement Mulligan. Mulligan, un kinésithérapeute qui vient de la Nouvelle-Zélande, qui a été qui est très connu par ses techniques avancées de kinésithérapie musculo-squelettique, qui nécessite une participation du patient et une intervention du praticien qui va généralement impacter sur la douleur, dans plusieurs cas impacter, voire diminuer totalement la douleur au cours du mouvement qui est précédemment auparavant douloureux. On continue pour voir la diapositive suivante. Il y a les meilleurs exercices pour une lombalgie commune non spécifique persistante. Donc ici, une lombalgie commune non spécifique, c'est-à-dire qu'on n'a pas su mettre un diagnostic clair au niveau de l'origine de la douleur et qui est persistante, qui est entre guillemets chronique, qui dépasse 12 semaines de temps. Ici, on va vous présenter une étude intéressante qui a été publiée fin 2018, 19, qui pose la question Which specific modes of exercise training are most effective for treating low back pain? Donc, c'est une méta-analyse et une revue systématique qui a pour question quels sont les meilleurs traitements possibles, exercices possibles pour traiter les lombalgies persistantes non spécifiques. Ici, l'étude a inclus les RCT qui ont inclus des patients qui présentent une lombalgie commune non spécifique chronique supérieure ou égale à 12 semaines. Cette lombalgie commune non spécifique représente 20% de tous les cas des lombalgies. Et ce type de lombalgie, il représente, malgré son taux relativement moyen au niveau des lombalgies en général, il représente par contre 80% des coûts directs de soins sur le plan de la santé. Donc, l'étude inclut les adultes, donc les RCT qui sont intéressés aux adultes supérieurs ou égaux à 18 ans, et les études incluses dans cette revue systématique et méta-analyse ont comparé d'une part l'exercise training seul, l'entraînement à l'exercice seul, avec des protocoles de non-exercice, des protocoles soit de contrôle, soit on ne fait rien au patient, soit on donne une séance d'éducation au patient, on explique simplement la douleur, on explique simplement ce qu'on peut faire en termes de management de la douleur et des origines d'une lombalgie. Donc, il y a le non-exercice, le protocole de non-exercice. Ok, j'ai un cadeau de Zoom, donc on peut dépasser les 40 minutes à ce qu'il paraît en termes de présentation. Donc ça, c'est une très bonne initiative. Merci. Merci Zoom. Donc, je parlais tout à l'heure des deux groupes d'exercices. Il y a soit on donne aux patients un exercice, un protocole d'exercice, et on le compare avec un deuxième groupe qui bénéficie d'un protocole qui n'inclut pas de l'exercice, c'est-à-dire un protocole soit true control, soit on ne fait rien au patient, soit une éducation, on explique la douleur, on explique comment manager la douleur, soit une intervention psychologique, soit une intervention chez un médecin traitant qui donne de la médication, par exemple, soit on fait de la thérapie hands-on, c'est-à-dire on fait soit trigger point, soit du massage, soit de la thérapie manuelle proprement dite. Et les différents outcomes, les différentes variables qu'on a évaluées durant ces RCT, ce sont les suivantes, la douleur, la fonction physique, physical function,
la force musculaire, l'endurance musculaire, la prise d'analgésique et le mental health, la santé mentale, mental health. Donc ici, au niveau de l'étude, on a inclus 89 d'articles, hein, après avoir exclu d'autres articles qui, qui ne correspondent pas à nos critères d'inclusion. On a trouvé 49 articles. Et donc, on a inclus soit dans une revue Meta-Analyse Network, soit d'une Meta-Analyse Pairwise. Une Meta-Analyse Network, elle prend en considération les études contrôlées randomisées qui ont même comparé, qui ont inclus au-delà de deux groupes. Donc, il y a des études qui ont inclus, qui ont inclus trois groupes, au moins trois groupes, c'est-à-dire on inclut un type d'exercice, un deuxième type d'exercice et un troisième groupe avec du traitement en contrôle, par exemple. Soit pairwise, soit il y a deux groupes seulement au niveau de l'étude qu'on vient d'inclure. Et donc, le nombre de patients s'élève à 5578, 5578 patients. Donc, c'est vraiment un nombre énorme de patients et un nombre assez élevé d'études, je trouve. Donc, les différentes interventions au niveau des études sont les suivantes. Donc, ici, on a l'intervention qui s'intéresse aux exercices de résistance, hein, qui vise à augmenter la force, l'endurance et voir la grandeur ou le diamètre, hein, du muscle en question. Les exercices de contrôle moteur qui visent à solliciter certains types spécifiques de muscles pour améliorer le contrôle et la coordination du rachis et du pelvis. Les exercices pilates traditionnels se basent sur plusieurs concepts tels que la concentration, tels que le contrôle, tels que la précision, tels que la respiration, tels que le contrôle moteur aussi, hein. Donc ici, le yoga. On a aussi le yoga donc, avec ses compartiments physiques. Donc ici, il y a de l'étirement, des mouvements en fin d'amplitude qui s'intéressent au rachis aussi. Donc Mackenzie, exercices qui sont connus par la répétition passive de mouvements vertébrales dans certaines directions qui visent à atténuer les douleurs, telles que principalement les extensions, qui peuvent avoir un effet sur les douleurs lombaires. Les exercices qui se basent seulement sur les flexions. Les exercices aérobiques, tels que marcher, tels que faire du vélo, tels que faire du jogging. In any land based, c'est-à-dire que dans tout terrain confondu, pour augmenter l'efficacité et la capacité du système cardio-respiratoire. Water-based, ce sont des exercices qui ont été établis soit au niveau de l'eau, tout simplement, au niveau d'une piscine, de moyens de balnéothérapie. Les étirements, donc soit statiques, soit passifs, soit isométriques, soit balistiques, ou bien des étirements qui ont pour but de faciliter la proprioception. D'autres exercices qui n'ont pas été cités auparavant, des exercices multimodaux, donc une combinaison de deux ou plus d'exercices qui ont été déjà cités tout à l'heure. Et donc ici, les groupes contrôle, soit non-intervention provided, donc pas d'intervention tout simplement, soit therapist hands-on, c'est-à-dire
thérapie manuelle, chiropraxie, la kiné passive, ostéopathie, massage, acupuncture. La thérapie hands-off, ici dans cette étude, ils veulent dire avec la thérapie hands-off, pardon, toute thérapie qui n'inclut pas de l'exercice. Ici, donc, elle inclut l'intervention d'un médecin généraliste, une éducation ou une intervention psychologique. Donc, ici, les résultats de l'étude sont intéressants. On retrouve que les exercices les plus efficaces pour contrecarrer la douleur sont principalement trois types d'entraînement. Tout ce qui est pilates, donc tout ce qui est pilates, on l'a comparé avec pas de traitement contrôle. On a retrouvé qu'il est largement supérieur par rapport au groupe contrôle. Et ici, Sucra, hein, c'est un outil statistique qui mesure le classement probable des traitements. Quel est le traitement qui a le plus de pourcentage, le plus de chances d'améliorer, de diminuer les douleurs et d'améliorer les symptômes d'une lombalgie. Donc ici, quand le nombre est élevé, plus le nombre est élevé, plus on a beaucoup plus de chances de traiter le symptôme. Donc ici, les pilates, d'après l'étude, elle a 100% de chances de diminuer la douleur chez un patient présentant une lombalgie commune non spécifique chronique. On va vous expliquer après ce que ça veut dire Pilates et on va vous donner quelques exemples d'exercices Pilates. Et après, l'aérobic aussi, c'est significativement supérieur à la non-intervention. Donc, il a 80% de chances d'avoir des résultats qui contrecarrent la douleur. Il y a aussi tout ce qui est stabilisation et contrôle moteur qui est largement efficace et qui peut diminuer les douleurs chez les lombalgiques, chez les personnes qui présentent une lombalgie commune non spécifique chronique, à 81% de chance. Après, pour la fonction, il y a aussi la résistance, il y a aussi le contrôle moteur et Pilates, qu'on vient de citer auparavant, qui ont respectivement 80% de chances et 70% de chances d'avoir des bons résultats et d'améliorer la fonction. Il y a aussi la résistance, les exercices de résistance qui visent à augmenter la force musculaire et non pas l'endurance, la force musculaire au niveau de la région lombaire, qui peuvent être efficaces à 80%. Le yoga, c'est intéressant aussi parce que le yoga est un outil pratiqué de plus en plus pour avoir des résultats au niveau des lombalgies. Donc ici, on voit qu'il a 70% de chances d'efficacité pour améliorer la fonction chez une personne lombalgique. Les exercices dans l'eau, basés sur une intervention dans l'eau, et là, on voit également qu'il y a 70% de chances pour que ces exercices soient efficaces en termes d'amélioration de la fonction. Donc, pour ce qui concerne la santé mentale, on voit ici qu'il y a deux types d'entraînement qui sont efficaces au niveau de la santé mentale. Et ça, c'est très intéressant, étant donné qu'on retrouve des facteurs psychosociaux, des facteurs qui interagissent avec les autres planètes, douleur et mouvement, qui sont fortement présents, qui peuvent être présents chez un patient lombalgique. Donc ici, on voit qu'il y a deux types d'entraînement qui sont efficaces pour améliorer la santé mentale, diminuer le stress, diminuer l'anxiété chez une personne présentant une lombalgie au-delà de 12 semaines. Et on voit que les deux types d'entraînement, soit aérobique, soit de résistance, ont 80% de chances pour améliorer la santé mentale chez une personne présentant une lombalgie. Donc, pour ce qui concerne les hands-on uniquement, les études
les études ont montré une efficacité de 20 à 30% pour soigner la douleur, la santé mentale et améliorer la fonction. Et pour les hands-off uniquement, c'est-à-dire l'éducation, l'intervention psychologique et la médecine générale, hein, on a retrouvé 10 à 20% seulement pour soigner la douleur et la santé mentale chez les personnes lombalgiques chroniques. Donc, pour ce qui concerne la force musculaire et l'endurance, les études n'étaient pas très nombreuses et donc on n'a pas su savoir quel type, hein, d'intervention peut améliorer l'endurance et la force musculaire. Pour ce qui concerne aussi, ce qui concerne aussi l'intervention pharmacologique, hein, la prise dentalgique, aussi, l'étude n'a pas pu inclure énormément d'articles pour pouvoir communiquer un résultat clair à propos de ce sujet. Donc, on va citer les points forts et les limites de l'étude. Pour rester critique, on devrait citer surtout les limites. Donc ici, le point fort, c'est qu'au niveau des études contrôlées randomisées qui ont été incluses, on n'a pas de limitation de date. Hein. Toutes les études ont été incluses sans limitation de date, sans limitation de langage. Et les types d'interventions ou de comparateurs étaient toutes incluses sans distinction, sans discrimination. Et là, on a inclus de nombreuses variables comme la santé mentale, les médications, qui ne sont pas pour autant énormément citées au niveau des revues systématiques précédentes à cette étude. Les points négatifs, on n'a pas eu une comparaison en termes de sécurité, effets indésirables entre les exercices, c'est-à-dire on n'a pas su comparer pour savoir quels sont les exercices plus safe, qui ont moins d'effets indésirables. Mais généralement, il y a très peu de chances, hein, de retrouver des effets indésirables si, bien évidemment, on respecte l'état de structure et la sévérité de la douleur chez un patient. Ici, 76% malheureusement des études contrôlées randomisées n'ont pas communiqué ou n'ont pas fourni d'informations suffisantes pour savoir cerner le risque de biais, hein, le risque, pour savoir si l'étude est biaisée et présente des risques ou pas. Donc, on ne sait pas l'évaluer d'une façon claire et ferme. Ici, il y a seulement 8%, hein, d'études qu'on a incluses, hein, au niveau de la revue systématique qui représentent un risque de biais faible. Donc, il y a 8% seulement d'études qui représentent un risque faible. Ici, 8% d'études, c'est-à-dire 7 études sur 86 études. Malgré ces résultats encourageants, on doit rester attentif par rapport à la qualité des articles qui ont été inclus au niveau de l'étude. Donc, pour avancer, je vais vous citer un exemple d'exercice qui va pouvoir nous expliquer ou nous donner une idée sur ce qui est les exercices Pilates, ce qui est le contrôle moteur et qu'est-ce qu'on peut proposer comme exercice à nos patients qui viennent chez nous dans un cabinet ou à l'hôpital. Donc, pour résumer, ce qu'on a retrouvé de résultats, ce qu'on a retrouvé après avoir examiné, après avoir étudié cette étude, c'est que ici, les exercices Pilates, contrôle moteur aérobique et résistance sont des exercices qui ont probablement qui sont les plus efficaces pour diminuer la douleur, pour diminuer les symptômes de stress, d'anxiété, les symptômes psychologiques et améliorer la fonction chez les adultes, hein, avec une lombalgie chronique non spécifique. Donc, ici, les exercices sont clairement ici, probablement, hein, plus efficaces que les traitements hands-on, les traitements qui nécessitent un contact du kinésithérapeute avec son patient,
seul, hein. Donc, si on compare les exercices au hands-on uniquement un soin passif sans exercice, on se rend compte que les exercices sont plus efficaces. Donc, ça ne veut pas dire, à mon avis, un personnel, ça ne veut pas dire qu'on va plutôt éliminer tout ce qui est hands-on et faire que de l'exercice. On a vu qu'il y a 20, quand même à 30% d'efficacité pour les exercices hands-on. Donc peut-être ce 20%, ce 30%, on peut quand même faire des traitements hands-on. Et selon moi, on ne doit pas les éliminer une fois pour toutes. Donc on doit combiner selon moi, un travail hands-on mais hands-off, mais il faut savoir que le hands-off est plus efficace et peut-être euh, notre, notre objectif sera probablement de passer le plus vite possible aux exercices une fois l'état du patient, le degré de la douleur nous le permet. Les exemples d'exercices, ici, j'ai choisi une étude parmi les études qui ont été incluses au niveau de la méta-analyse pour voir un protocole de Pilates. Ici, on voit que il y a plusieurs semaines. Donc, le programme s'étale sur 8 semaines de traitement. Et donc, il y a des principes de base qui, euh, qui, qui définissent les exercices pilates, concentration, contrôle, la précision, la respiration. La respiration. Donc, ici, il y a plusieurs types d'exercices. Il y a breathing, pelvic bowl, knee sway, spinal bridge, twist, flight and cat. Donc ici, sur base de ces propositions, j'ai choisi de vous montrer quelques vidéos qui expliquent ce type d'exercice. Ici, pelvic clock. Donc ici, pelvic clock, pelvic bowl. C'est probablement le même exercice. Ici, je vais vous montrer la vidéo. Est-ce que le son est clair de la vidéo? Non, vous n'entendez pas le son. Vous n'entendez pas. Ok, 2 secondes. Je vais voir un peu ce que je peux faire. Deux secondes, je vais chercher comment je vais faire pour clarifier le son. Ici, sélection, participants. Sécurité, converser. 2 secondes. Il faut savoir combien on a déjà arrêté. Vidéo en attente. Plus.
Je ne retrouve pas comment pouvoir vous communiquer le son de la vidéo. Non, je vais essayer moi-même de présenter la vidéo. Donc, on voit la vidéo et moi, je vais la présenter. Et devoir improviser, étant donné que je n'arrive pas à vous montrer la vidéo, le son, en tout cas, vous transmettre le son de la vidéo. Ici, un participant. Donc voilà, on va revenir à la vidéo. Je vais partager avec vous l'écran. Ah voilà, j'ai retrouvé comment partager le son avec vous. Je m'excuse pour le petit retard. Voilà, j'ai retrouvé. Donc, voilà. Est-ce que le son est clair? Mettre en plein écran. Diaporama. Voilà. Today's exercise is the pelvic clock, and for this we're doing some engagement of your core muscles as well as some mobilizations through your pelvis. To start this exercise, you're going to lie on your back with your knees bent. You're going to place your feet about shoulder width apart, and you want to even out your toes. You're going to start by taking your tummy muscles here and picturing a clock lying on your stomach. With the clock on your stomach, 12 o'clock is pointing up towards your head, and 6 o'clock is pointing down towards your feet. From here, you're going to take your hip bones and you're going to roll those hip bones down towards your feet. That allows your back to arch slightly, and that's touching the 6 on your clock. From here, you're going to roll your hips up towards your shoulders, roll your back to a flattened position, and draw your navel in towards your spine. Again, rolling back down towards your 6 o'clock, you're getting a slight back arch, and rolling up towards your 12 o'clock with the tummy tucked in. That's your 12 and 6. 3 and 9, 9 o'clock is over towards your right, 3 o'clock is over towards your left. And it's like a teeter-totter. So if you imagine small people sitting on your hip bones here, you're going to have that teeter-totter drop down on one side and lift up on the other for your 3. And then you're going to roll down, lift up for your 9. With this exercise, you want to make sure that you're not having any discomfort. As you lift up, you'll notice that she's pushing her knees slightly away from her body, trying to elongate her side. Then you're going to drop down, lift up, and push the other knee around. Both knees are pointing up towards the ceiling, so you're not allowing your legs to drop from side to side as you do this. You're stabilizing more through your core and allowing just your pelvis to do that rocking motion from side to side. Good. So that's your 3 and 9. We did the 6 and 12. Now we're going to sweep around the clock. So I'm going to have her draw up towards her 12 o'clock and picturing the numbers 1, 2, 3, and consecutively around her clock. We're going to sweep around to her 3, drop down 4, 5, or 6, coming around 7, 8, 9, and tucking in 10, 11, 12. Now we're going to reverse direction, 11, 10, 9, and then 8, 7, 6 as she drops her hips down, sweeping around 5, 4, 3, and tucking in 2, 1, and 12. Good, and then relax. With this exercise, again, you should not have any discomfort. It's more for mobilization and some core engagement. Start the exercise with your 12 to 6 to loosen things up, then go to your 3 and 9, and then if you're comfortable, you can do some sweeps around. Typically, we say 10 to 20 times to that 12 and 6, 10 to 20 for your 3 and 9, and then 5 or so for clockwise and counterclockwise motion. Ok, très bien. Donc, vous avez vu l'exercice d'horloge, hein. Franchement, ça, c'est un exercice que je viens de découvrir avec vous grâce à cette étude. Euh, donc, des années d'études en Tunisie et en Belgique ne m'ont pas nécessairement appris ce type d'exercice. Et c'est grâce aux recherches qu'on sait faire nous-mêmes dans les bases de données scientifiques qu'on se rend compte qu'il y a des exercices
commencer toujours à apprendre et qui peuvent être efficaces pour soulager nos patients. Donc ici, je vais vous transmettre, on va voir ensemble une deuxième vidéo qui parle, un exemple aussi des exercices Pilates. Donc ici, c'est un exercice très simple, un knee sway, il s'appelle. Et donc ici, j'ai fait exprès de vous partager avec vous une capture d'écran d'un site très intéressant, d'un site qui a été réalisé par l'association de kinésithérapeutes en Angleterre, en Grande-Bretagne. Et donc ici, il s'appelle Chartered Society of Physiotherapists. Et donc ici, on voit que ce site est très complet. Ici, on a conditions, avec les maladies, et on trouve plusieurs types hein, de pathologies musculo-squelettiques. Et on voit qu'il y a une proposition en anglais, bien entendu, d'explication par rapport aux causes de la douleur, au traitement, pardon, proposé, et comment vivre avec sa douleur de dos, les exercices, les conseils d'exercice par rapport à la problématique du mal de dos. Et là on voit qu'il y a même des vidéos d'exercices, hein, des exemples de vidéos d'exercices qui peuvent avoir un effet sur la douleur du dos non spécifique. Et donc ici, le knee sway, il est l'un des exercices qui a été proposé dans ce site. Je vais devoir partager avec vous. Hein, donc ici, le site. Ici, vous voyez bien évidemment les pages. Voilà. Donc ici, on voit, est-ce que vous voyez avec moi le site? Donc, ici, si vous voyez, vous pouvez faire oui avec votre tête, comme ça je vois que vous êtes en train de suivre la page avec moi. Très bien. Donc, ok. Merci beaucoup, Amélie. Ici, on va ouvrir cette vidéo aussi. This exercise will increase the flexibility and range of motion of your lower back. Lie on your back with your arms to the sides and knees bent. Roll your knees side to side with control. Donc, voilà une proposition d'exercice. Ici, il y a plusieurs autres propositions. C'est à vous de voir si ces exercices sont vraiment approuvés par la littérature et pour quel cas, pour quelle période de soins, aigus, chroniques, communes non spécifiques ou problèmes radiculaires. Donc, on revient à la diapositive. Donc ici, je vais vous présenter un autre exercice qui est généralement connu hein, par plusieurs kinésithérapeutes. Donc, ça s'appelle CAT ou l'exercice de dos de chat. On va voir ensemble l'exercice. We do curl the spine and round it from tail to head. Now, when we do that, you can look at the screen and see Simone bends this area the most. That's absolutely normal and natural. That's how the body usually flexes or rounds. But we want the exercise to target also the lower back area, which tends to be very tight. So maybe you want to feel that the upper part is a bit less round, and then you can take that slack into the lower back area and really feel how your sits bones go down and your tail curls between the legs and you really round the lower part of the back. And let's just release that back to neutral again. Let's do it one more time. So you can exhale if you want and curl the tail between the legs. Feel like the sits bones go down, you stretch the lumbar spine, and then you stretch through the whole length of the spine all the way inside your head because you have a vertebrae sitting right up here, so the whole thing stretches. Donc ici, on remarque que ces exercices sont associés à la respiration. Donc, inspirer, expirer à chaque moment, il y a une manière différente de respirer. Donc, ce qui montre que ces exercices pilates sont basés principalement sur la respiration associée au mouvement. On passe à la diapositive suivante. Old school. Donc ici, le Spinal Bridge, un exercice de pont hein, qui est très connu par
la plupart des personnes. Adopt the supine start position. Bring your heel slightly closer to your bottom to reduce the stress on your hamstrings. Exhale as you tilt your pelvis back underneath you, pressing your lower back into the floor. Slowly roll your spine off the mat, one vertebrae at a time, to the tips of your shoulder blades. Hold this position as you inhale. Exhale, rolling the spine back down, one vertebrae at a time. Make sure you keep your weight equal through both feet. Repeat as required. Donc ici, on remarque aussi que en inspirant, on remonte le tronc, on monte le bassin, et en expirant, on revient à la position initiale. On passe à la diapositive suivante. Donc ici, c'est un autre exercice que je viens aussi de découvrir grâce à cette étude, qui s'appelle 100 Dynamic with Swiss Ball. C'est un exercice qu'on sait faire avec un ballon de clay au Suisse, un ball. Et donc là, à ce niveau-ci, c'est un exercice aussi qui est associé à la respiration. On va le découvrir ensemble. Donc ici, c'est une longue vidéo. Donc l'exercice va commencer à partir de la 7e, voire 8e minute. Voilà, 7 minutes 50. Ball. I'd like you to go ahead and place the heels of your hands on your hips, fingers on your pubic bone. Be sure your pubic bone is pointed out towards your ball, not to the ceiling and not to the ground. Lengthen the fingertips out towards your ball now. From here, curl the head and shoulders up off the ground. Stay here. And breathe in for 2 counts and exhale for 2. Shh, shh. Shh, shh. Try to keep your belly scooped into your spine throughout this. Keep the head and shoulders very still. Shoulders lengthening down and lower it down. Now you can repeat that just as it was, or if you're ready for a challenge, go ahead and extend the legs out. Donc ici, c'est un premier exercice, un niveau premier d'exercice qui montre le contrôle moteur, c'est-à-dire qui inclut le contrôle moteur et la respiration à ce niveau-ci, parce qu'elle vient de nous montrer que son ventre son bassin ne devrait pas aller en antéversion, en rétroversion, il doit avoir un contrôle, une sorte de stabilité au niveau pelvien et au niveau abdominal, et garder cette posture, garder ce contrôle et faire l'exercice, et donc et bouger les bras malgré bouger le bras sans pour autant perdre ce contrôle au niveau abdominaux-pelvien. Legs are straight this time, and we're going to bring the breathing up to 5. Again, scooping the tummy, knitting the rib cage together. Reach the fingers out towards your ball. Stay here, and breathe in 2, 3, 4, 5. Out 2, 3, 4, 5. Shh, 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 shh. Shh, 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 shh. Really feel the center of the body here, supporting the whole shape. Keep those legs nice and long. And last time like that. Go ahead and grab hold of your ball. Voilà, cet exercice aussi inclut la respiration, donc l'inspiration et l'expiration, un contrôle moteur et un travail de résistance aussi au niveau de la chaîne antérieure, donc abdominale, étant donné que la tête est soulevée du tapis. Pour passer à la diapositive à la prochaine diapositive. Donc ici, ce sont des exercices qui nous montrent un peu comment travaille le contrôle moteur, la stabilisation. Et donc ici, il faudrait, il y a un outil qu'on voit sur qui est intéressant et donc qui va nous permettre, ici comme vous le voyez, qui va nous permettre à la fois de tester le contrôle moteur et donc de trouver. Généralement, ce test a une forte spécificité. Donc cet outil et la manière de l'utiliser
pour bilanter le contrôle moteur a une forte spécificité, c'est-à-dire généralement, s'il y a un problème au niveau du contrôle moteur de la région pelvienne, abdominopelvienne, elle va être objectivée par une valeur au niveau de cet outil, de cet appareil. Par contre, la sensibilité, elle est médiocre. Donc, on n'a pas une grande spécificité, pardon. La spécificité est médiocre. C'est-à-dire que on sait trouver des faux négatifs, des personnes qui ont une valeur qui ne prouve pas un bon contrôle moteur, sauf qu'ils sollicitent quand même le transverse, ils sollicitent la chaîne abdominopelvienne correctement. Donc, ici, je vais vous montrer une petite vidéo qui explique comment tester le contrôle moteur au niveau abdominopelvien. Là, on va l'avoir ensemble. In this video, we will take a closer look at the local stabilizer training protocol for the lumbar spine. Hi and welcome back to PhysioTutors. For a long time, it was hypothesized that one cause of low back pain is a lack of coordinated recruitment of the local stabilizers of the lumbar spine, namely the transverse abdominis and multifidi. The abdominal draw-in maneuver is supposed to selectively recruit these muscles. Using a pressure device to supervise the exercise execution, it should retrain its ability to stabilize the lumbar spine and consequently reduce symptoms of low back pain. You will start in 4-point kneeling position. Instruct the patient to keep a neutral spine and then relax the abdomen completely during a deep exhalation. During the exhalation, they should then try to pull the navel towards the spine. They should hold the contraction for no longer than 10 seconds without breathing in the meantime. Repeat this procedure 10 times to complete a set. Gradually progress to 3 sets of 10 times 10 second contractions with 90 seconds rest between sets. The patient can sit between sets to relax their wrists. Proceed with the abdominal draw-in maneuver in prone position. The pressure biofeedback unit is placed under the abdomen and inflated to 70 mm mercury. The patient is asked to breathe in and out once, and then asked to cease breathing whilst performing the abdominal draw-in maneuver, which should result in pressure decrease of 2 to 4 mm mercury. Ideally, this can be done 10 times for 10 seconds. Make sure to check for compensatory contraction of the obliques, which might show an excessive decrease in pressure. In the third step, place the pressure biofeedback unit under the lumbar spine at the height of L3 and inflate the cuff to 40 mm mercury. The patient is then instructed to perform the abdominal draw-in maneuver and increase the pressure in steps of 2 to 4 mm mercury, so from 40 to 42 or 44, and so on. The contraction should be held whilst being able to keep breathing calmly. Ideally, the patient is able to hold this contraction twice for 15 seconds without compensations. We have written a critically appraised topic on the pressure biofeedback unit's ability to detect dysfunction in transverse abdominis activity during the abdominal draw-in maneuver. And what we can say is that pressure biofeedback measurements do not correlate with transverse abdominis activity measured by ultrasound, and it does not seem to be a valid tool for such purpose, as Grooms et al. From 2013 report likelihood ratios of close to 1, resulting in no change in post-test probability. Okay, make sure to watch our evidence-based guideline series on low back pain. Donc ici, l'idée, c'est de pouvoir faire travailler le transverse dans cette position. Donc, couché sur le dos, hanches pliées, genoux pliés. Le coussin est en dessous du creux lombaire. Et on va essayer donc, de garder une pression de 40 mm de mercure. Peut-être une pression qui va entre 40 et qui ne dépasse pas 44, 44 voire 45 ici mm de mercure, au niveau, tout en
tout en contractant le transverse, tout en essayant de faire rentrer le ventre. Donc, ici, l'idée, c'est de faire ce mouvement sans dépasser 44 mm de mercure et de rester au niveau de la barre orange ici. Donc, ça prouve que si on le fait correctement, c'est censé nous dire qu'il y a un bon contrôle moteur au niveau de la partie abdominopelvienne. Donc, par contre, l'idée, c'est de voir si la personne donc, n'a pas ce contrôle moteur et vient pour une lombalgie. Donc, il est recommandé de, bien entendu, travailler et améliorer son contrôle moteur grâce à cet outil. Hein. Donc, ça pourrait donner un feedback visuel à la personne tout en contractant son transverse et en travaillant le contrôle moteur. On va passer à la diapositive suivante. Donc ici, ça montre un exercice qui travaille le contrôle moteur avec un stabilisateur. Lie on your back with a folded towel or pressure biofeedback machine at your lower back level. Keep your knees bent. The pressure gauge is inflated to 40 millimeters of mercury. Draw your belly button into the floor, but make sure not to tense your abdominal region or to hold your breath. The pressure should remain at 40 millimeters. For the first level of progression, rotate your hips outwards, one at a time. Ensure that the pressure on the lower back remains the same throughout the whole movement. Repeat 15 to 20 times on each side, or alternatively, repeat this for 1 minute. The second level of progression. Raise one leg so that the knee is directly above the hip, while maintaining the pressure at 40 millimeters of mercury. Repeat 15 to 20 times each side, or alternatively for about a minute. The third level of progression. This involves raising one leg so that the knee is directly above the hips. Straighten that knee out until it is flat, while maintaining the pressure at 40 millimeters of mercury. Repeat this for 15 to 20 repetitions. Grosso modo, ici, l'idée, c'est de garder le coussinet au niveau de la région lombaire, de contracter le transverse, d'avoir une pression de 40 mm de mercure, et là, d'essayer de garder cette pression à 40, tout en observant le dynamomètre avec un feedback visuel. Et à ce niveau-ci, essayer de déplacer la jambe sur latérale et revenir en position initiale tout en gardant cette pression. Après, en progressant, on peut changer le mouvement au niveau de la jambe et donc essayer de soulever la hanche en flexion, de décoller le pied du sol d'un côté, puis d'un autre côté, garder toujours cette pression à 40 mm de mercure. Ici, il y a une autre progression, c'est aussi tendre la jambe en avant, et après, on plie le genou, donc on plie la hanche et on tend la jambe en avant, puis on revient en position initiale. Toujours en gardant ce contrôle moteur au niveau abdominopelvien et avec un feedback visuel. Ici, on va avancer. Et là, je vais montrer d'autres exercices. Donc, il y a plusieurs possibilités pour travailler le contrôle moteur. Ici, PhysioTutors nous indique plusieurs types d'exercices.
demonstrate some example interventions for patients with a movement control dysfunction according to Luomayoki. Hi and welcome back to PhysioTutors. In our previous video, we talked about the 6-item movement screening tool by Luomayoki to identify movement control dysfunction in patients with non-specific low back pain. If you're not familiar with the test battery, click the little info icon in the top right corner and watch that video first. So, some patients will have more difficulties controlling movement into either flexion, extension, or in a lateral shift or rotation as identified during the testing procedure. As the back problems are linked to a specific movement direction, the treatment is often identical to the test from the battery. Now, here are some examples to improve movement control during flexion activities. The goal is that the patient disassociates lumbar spine flexion from activities involving hip flexion or knee extension, for example. Therefore, the sitting knee extension or wader's bow, regular squats, and backward rocking are some simple interventions. Optionally, a tape can be applied over the lumbar spine to provide feedback to the patient once they start flexing the lumbar spine. Pretty much the same principles apply to retraining extension control. The goal is to extend the hip joint whilst keeping the lumbar spine neutral or flex it in the opposite direction. The posterior pelvic tilt can be trained in different positions, such as supine hook lying or standing. Furthermore, the prone knee bend or forward rocking in 4-point kneeling position are ideal interventions. You could also progress to something like bridging. For rotational control, the patient tries to maintain a neutral pelvis in side bending or single leg stance, for example. Clamshells in side lying position or hip rotation in prone lying can further challenge the patient's rotational control over the lumbar spine. Okay, this... Bien. Ici, on voit ensemble qu'il y a plusieurs types d'exercices, plusieurs possibilités d'exercices. Et là, l'idée est de faire des mouvements avec les membres supérieurs, les membres inférieurs et garder un contrôle moteur au niveau de la région abdominopelvienne, lambopelvienne. Donc ici, on va commencer, on va voir. Donc voilà, j'ai proposé, on a vu ensemble, nous avons vu ensemble plusieurs types d'exercices, que ce soit pour des exercices pilates associés à la respiration, que ce soit au niveau contrôle moteur, que ce soit au niveau donc ici au niveau du contrôle moteur et au niveau des exercices pilates principalement. Donc en conclusion, ici il y a un article de presse qui a été publié dans le magazine Le Vif en Belgique, qui est accessible à tout le monde. Hein. Et ici, c'est un article qui n'est pas basé, qui n'est pas evidence-based practice, bien entendu, c'est un article de presse, mais par contre qui est très bien fait hein, par un journaliste. Et il y avait des citations de scientifiques et de spécialistes dans le traitement des douleurs lombaires qui ont été citées au niveau de l'article. Et ici, le titre de l'article nous intrigue et m'a poussé à mettre une capture écran pour conclure ce travail. C'est que l'exercice, c'est l'analgésique le plus puissant qui existe pour traiter le mal de dos. Donc, je vous invite à chercher ça sur Internet et à le lire. C'est un article très intéressant et qui pourrait même être un outil d'éducation pour les patients. Donc, l'imprimer et le donner à un patient pourrait expliquer au patient l'intérêt de l'exercice et pour traiter ces douleurs et ces symptômes liés aux problèmes lombaires. Ici, je vous remercie pour votre écoute, pour votre présence ici aujourd'hui. Donc, merci à tout le monde. Ici, je vais voir avec vous les questions. Vos questions. Vous savez toujours m'écrire. Hein. Donc ici, les outputs, ce ne sont pas les mauvaises adaptations aussi. Vous voyez, en effet les outputs peuvent
selon moi, peuvent être des mauvaises adaptations si ça perdure au niveau du temps. Si ça devient persistant, donc ici, au niveau de la lombalgie chronique, donc qui dépasse 12 semaines, en effet, les outputs, donc les adaptations du système, donc du système moteur, peuvent être des mauvaises adaptations. Oui. Les mauvaises adaptations, c'est-à-dire avoir une posture bien déterminée, éviter de bouger le dos par crainte de créer des douleurs. Tout ça, ça rentre dans les outputs et dans les réactions qu'on s'est développées pour s'adapter parfois d'une façon qui n'est pas bénéfique, tout à fait bénéfique à long terme. Mais à court terme, ça pourrait être une bonne adaptation d'avoir une position antalgique, hein, qui permet d'atténuer la douleur. Mais si ça perdure dans le temps à ce niveau-ci, on peut parler d'une mauvaise adaptation. L'exemple classique, si quelqu'un se fait une entorse au niveau de la cheville, c'est qu'il va boiter. Il va boiter pour augmenter l'appui sur le côté sain et diminuer l'appui sur le côté douloureux. À ce niveau-ci, c'est une bonne adaptation, bien entendu, parce que la charge devait être diminuée du côté blessé. Et donc, mais si le boitement perdure dans le temps, si le patient continue à boiter au-delà de cette blessure, à ce niveau-ci, le kiné peut proposer des outils pour corriger, entre guillemets, pour essayer d'éliminer cette adaptation qui est considérée comme une mauvaise adaptation, le kinésithérapeute. Alors, ici, c'est Thomas qui dit c'est quoi les exercices proposés dans l'étude? Donc, résistance. Je retire ma deuxième question. Après, il retire sa deuxième question. Ok. Très bien. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Vous savez toujours m'écrire ici. Comme ça, je vous réponds. Très bien. Donc, je vous remercie infiniment d'assister ici à cette présentation. N'hésitez pas, je suis curieux de savoir quelles sont vos demandes, qu'est-ce que vous voulez savoir, comme ça on pourra aborder des sujets tels comme on a fait aujourd'hui, hein, pour aborder un sujet, pour parler d'un trouble musculo-squelettique, que ce soit au niveau de l'évaluation, que ce soit au niveau du traitement de ces troubles musculo-squelettiques. Je peux partager les diapositives, en effet. Donc, je vais partager les diapositives sur la page, sur l'événement Facebook. Comme ça, tout le monde peut les télécharger.